suis passé de la vie de famille dans un grand appart avec un enfant, une copine, un CDI dans une grosse boîte à tout seul. J'avais 30 ans, retour chez ma mère, pas de salaire. Et évidemment ma mère qui me disait « Qu'est-ce que tu fous, ce truc va pas marcher ». Tout le début, moi, ça a été très dur. 1 an et demi tout seul au début. J'étais tout seul dans mon salon, je voyais pas grand monde. Mais au bout de 2 ans, on devait avoir 1 million d'euros de volume de location sur la plateforme. Est-ce que tu peux un peu te présenter ton parcours, comment t'en es arrivé à créer Drivee? Parce que tu disais, à la base, tu viens pas du tout du monde de la startup, ce qui est hyper intéressant. Donc je suis Paulin. Effectivement, j'ai commencé ma carrière après avoir fait une école de commerce dans le transport maritime. J'étais dans une grosse boîte française qui s'appelle CMA-CGM, qui fait du transport de containers et pour laquelle j'ai commencé à Marseille, puis voyagé au Brésil, à Hong Kong. Et j'étais dans un monde qui avait rien à voir avec la tech. Et à ce moment-là, est-ce que tu sais qu'un jour tu vas entreprendre ou pas du tout? Ouais, en fait, ça par contre, j'ai toujours eu un peu cette graine de j'avais envie de créer un projet, d'entreprendre. Donc j'ai toujours gratté sur un bloc-notes des idées, souvent assez farfelues. Donc j'ai toujours eu des idées, mais j'étais très loin de tout ça. Quand j'ai commencé à avoir les premiers téléphones GPS, ça a fait un peu de tilt. Je me suis dit, tiens, tout le monde va pouvoir être localisé. Et j'ai commencé à réfléchir, en fait, pas à Drivee, à de la location, mais à un système de covoiturage en temps réel. Je me suis dit, avec les téléphones, on va pouvoir faire correspondre 2 personnes qui vont dans la même direction. Donc je pensais un peu à des idées, un peu comme Blablacar, mais plus en temps réel, un peu comme Uberpool ou des choses comme ça. Plutôt en ville que pour des longues distances, où tu dis, tiens, je vais à 15 minutes de là, j'entre mon adresse, et là, ça fait correspondre 2 trajets qui vont dans la même direction. Il y a quelqu'un qui s'arrête en voiture. Donc ça, c'était ma première idée, où je me suis dit que techniquement, ça serait impossible de faire du mobile en temps réel il y a 10 ans, et c'était vrai. En fait, maintenant, ça commence à l'être. Et donc, je me suis dit, il y a une autre façon d'optimiser la capacité de voitures inutilisées. Je me suis dit, il y a toutes ces voitures qui dorment dans la rue, qui servent, pour beaucoup de voitures, servent pas plus d'une fois tous les 15 jours. Et je me suis dit, il y a une autre plateforme à créer. C'est de la location de voitures entre particuliers. J'ai commandé à une agence un site de petites annonces de location de voitures. Tu mets une petite annonce avec l'adresse, la photo de la voiture, un prix et ton numéro de téléphone et les gens t'appelaient. Et la transaction se faisait directement entre eux. Et donc toi, tu n'as pas de moyen de rémunération? Aucune rémunération, aucun même moyen de savoir s'il y avait ou pas des transactions sur le site. Je voyais juste dans Google Analytics les statistiques de fréquentation du site qui commençaient à monter un peu. Après 3 mois, il y a un gars qui m'appelle et qui me dit c'est vraiment pas terrible ton service, il y a des tas de choses à améliorer. Donc je me dis zut. Et il me dit parce que moi ça fait 20 fois que je loue ma voiture. Et là j'en revenais pas parce que j'étais même pas sûr s'il y avait 1 ou 2 locations. Et là il y a quelqu'un qui me dit j'ai loué ma Golf 20 fois. Donc je me suis dit ah ouais là il y a vraiment quelque chose. Et à ce moment-là, tu te dis il faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent ou comment ça se passe pour toi? À ce moment-là, j'ai mis les bouchées doubles pour faire développer une vraie version de la plateforme qui était la vraie première version de Drivee, toujours pas mobile. Au début, c'était qu'un site web qui est sorti fin 2010, où là, c'est devenu une vraie plateforme, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de créer une annonce, de réserver en ligne, de payer en ligne et d'assurer les locations par l'assurance, par un partenaire d'assurance. Et en fait, quasiment la veille de la sortie du site, il n'y avait pas de logo de l'assureur parce que personne n'acceptait d'assurer ça. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver un assureur et tout s'est goupillé pour une sortie fin 2010. À niveau plus, on va dire personnel, dans le sens plus émotionnel, est-ce que tu as eu dans les 9 ans une ou plusieurs difficultés qui t'ont vraiment, un peu comme le boxeur là, qui prend l'hypercute dans la figure et qui a 2 doigts d'abandonner ou qui se sent vraiment pas bien ou un truc, ça a été plus dur? Et si tu en as eu un, comment tu l'as vécu, comment tu l'as géré, comment tu l'as dépassé? Alors, toute la phase où j'étais tout seul, c'est-à-dire tout le début, moi ça a été très dur, 1 an et demi tout seul au début, j'étais tout seul dans mon salon, je voyais pas grand monde. Je me suis séparé à ce moment-là, donc je suis passé de la vie de famille dans un grand appart avec un enfant, une copine et un CDI dans une grosse boîte avec vraiment tout. Donc le cliché. Voilà, le cliché du jeune cadre dynamique qui a réussi à tout seul dans mon appart. En plus, ça, c'était à Marseille, mais après, je me suis dit, il faut que je rentre à Paris. Et là, je suis retourné chez ma mère. Donc, j'avais 30 ans, retour chez ma mère, pas de salaire, tout seul. Et évidemment, ma mère qui me disait qu'est-ce que tu fous repas, qu'est-ce que tu fous, ce truc va pas marcher. Énorme phase de déprime, c'était vraiment difficile à ce moment-là.
Ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est qu'il y a un peu aussi cette idée que pour arriver aujourd'hui à entreprendre dans le monde de la start-up, si tu n'es pas toi-même un super technicien, bah, tu vas pas y arriver. Ou si tu n'as pas un technicien en tant que cofondateur, ça va être difficile d'y arriver. C'est intéressant. Pour toi, tu n'avais pas particulièrement des compétences pour coder ton propre site. Évidemment, tout le monde me disait il te faut un cofondateur technique. Bon, génial, mais en fait, à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, pour 10 personnes qui veulent un cofondateur technique, il y a une seule bonne ingénieure parce qu'il y a une énorme pénurie sur le marché. Et donc moi, je me suis dit, il faut avancer. Donc j'ai fait bosser des agents, je savais que c'était pas idéal. Et je suis allé à des tas d'événements, de rencontres pour trouver des cofondateurs. J'allais dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce, essayer de les rencontrer. Et puis ça a fini par marcher, mais ça a pris 1 an et demi. Et pour moi, c'était le bonheur complet, quoi. Ça faisait 1 an et demi que je galérais tout seul. Que je prenais tous les appels du service client sur mon portable la nuit, etc. Donc, côté vie perso, c'était un peu dur. Et là, tout d'un coup, je trouve un cofondateur, plus Pascal qui m'a rejoint au service client. Et donc, on était 3 respirations, j'étais plus obligé de prendre tous les appels. Et là, j'avais l'impression que c'était le bonheur absolu. Quand tu sors la plateforme, ça a marché tout de suite, ça a donné quoi? C'est vrai que assez bizarrement, entre guillemets, ça a marché tout de suite. On sort le premier site, première transaction à la fin du mois, 150 €, le mois suivant 300, et ensuite ça a doublé tous les mois. Ça doublait méthodiquement ou plus que ça en nombre de transactions. Et ensuite, quelques mois plus tard, j'ai écrit à une journaliste de Télématin sur France 2 pour dire voilà, j'ai un nouveau concept, est-ce que ça vous intéresse? Comme c'était archi nouveau, il y avait beaucoup de curiosité, donc c'est passé à la télé. Et là, boum, ça a apporté des centaines de voitures, des milliers d'utilisateurs, et après, la boule de neige a commencé à tourner. Après 2 ans du business, vous étiez vers quel genre de combien de voitures, je sais pas combien de voitures, quel chiffre d'affaires, enfin, pour avoir une idée de ce qui s'est passé en 2 ans en fait. Je me souviens plus exactement des points de passage et des chiffres, mais au bout de 2 ans, on devait avoir quelque chose comme peut-être 5000 voitures, 100 ou 200 000 membres, et on devait faire, je sais pas, 500 000 à 1 million d'euros de location, de volume de location sur la plateforme. Est-ce que ça, en tout cas, après 2 ans, vous aviez de quoi vivre les cofondateurs, vous payez vous-même? Je me payais pas les 2 premières années et que là, j'ai commencé à me payer. Mais en fait, pour être honnête, l'argent, il venait pas de l'activité, qui était encore largement déficitaire et qui l'est toujours aujourd'hui, parce qu'on investit dans la croissance. C'est volontaire, hein, c'est pas on s'est planté. Mais il venait des levées de fonds, donc on avait levé 20 000, 50 000, puis 200 000 €. Et à ce moment-là, je crois que quand j'ai levé 200 000 € avec des business angels, encore que des entrepreneurs, on a décidé de se payer un petit salaire, je sais plus ce que c'était, un SMIC plus ou quelque chose comme ça. Et toi, c'est quoi qui te fait continuer comme ça et jouer sur le long terme? C'est quoi le truc, tu dis, une raison plus profonde, c'est quoi la tienne qui te donne envie de continuer? Moi, ce dans quoi je suis le meilleur, c'est dans tout ce qui est un peu design du service et de l'expérience client. Donc, j'adore le côté créer une expérience qui n'existe pas, qui est vraiment façonnée, où on se dit, voilà, comment on veut surprendre en bien les clients, le service, ça va être comment, ça va être quel prix, comment ça va marcher, est-ce que ça va être en 5 minutes ou en 10 minutes, comment va fonctionner l'appli. Ça, je trouve ça passionnant parce qu'il y a vraiment un côté, je fabrique quelque chose, même si c'est du numérique, je fabrique quelque chose, je le mets sur le marché, les gens aiment, et après ils viennent t'en parler, et ils disent qu'ils aiment bien, et ça, je trouve que c'est assez fascinant. Donc il y a le côté vraiment fabrication qui est assez chouette. Le deuxième, c'est l'impact. Moi, je suis très sensible à tout ce qui est environnement, au confort de vie dans les villes. Moi, c'est ce qui me fait durer sur Drivey, c'est même s'il y a des problèmes où il faut les résoudre pendant des années de suite, où tu en as marre, où tu as envie de changer de sujet, le fait de dire tu peux vraiment avoir un impact positif sur les villes, parce qu'en gros, Drivey, ça peut débarrasser les villes de tas de voitures garées, ça peut faire baisser les embouteillages, ça peut rendre économiquement les choses beaucoup plus viables. Ça a vraiment de l'importance pour moi et je pense pour beaucoup de gens qui ont rejoint Drivey. Donc ouais, il y a l'idée vraiment d'avoir un impact écologique, ouais. L'idée d'épurer les villes, et après, c'est le truc qui toi te plaît personnellement, qui est créer un truc où les gens ils se disent « Waouh, j'ai jamais vu ça quoi ». Il y a quand même de la reconnaissance, je pense que, après ça deviendrait plus psy, mais je pense qu'il y a un besoin de reconnaissance. Par exemple, pour moi, faire quelque chose qui s'adresse au grand public, fabriquer quelque chose qui s'adresse au grand public et qui apporte quelque chose de nouveau, je pense que c'est assez plaisant parce que les gens te disent « Ah, c'est toi qui as créé ça, je trouve ça génial et tout ». Enfin, c'est agréable quoi, à titre perso. Et ça, ce que tu dis, c'est que ça te donne une énergie, même dans les moments où tu as les galères, les problèmes, les difficultés, de dire voilà pourquoi je me bats en fait. Ouais, ça donne de l'énergie, ça donne de la confiance. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'un truc qui est assez dur quand on a un service qui commence à réussir, c'est qu'il y a aussi le côté plainte des gens. C'est très très dur, justement
quand on crée quelque chose pour l'impact, pour le côté fabrication, pour avoir de la reconnaissance, maintenant forcément quand on a des millions d'utilisateurs, il y en a forcément toutes les semaines qui sont mécontents. Donc j'ai au moins 3 ou 4 contacts LinkedIn par semaine et sur Facebook aussi de gens qui me disent j'ai eu une expérience horrible, plus jamais ça. Et honnêtement ça me noue le ventre, c'est pas évident à gérer. Rester centré sur le client, c'est extrêmement dur en fait. C'est pas du tout on l'a écrit sur un mur, customer is king, donc ça marche, tout le monde est d'accord. C'est en permanence, c'est renaître ça en utilisant justement des cas précis où ça s'est mal passé, mettre le doigt où ça fait mal, et c'est en permanence un exercice qui est très dur. Moi je considère qu'on est loin d'être parfait. Tu vois un cas vraiment problématique, comment tu fais pour les prioriser avec tes équipes et dire celui-là il est prioritaire par rapport à un autre parce que tes équipes elles travaillent, ils ont des projets en cours. Est-ce que tu prends un truc qui est urgent et tu le mets en premier? Est-ce que tu dis tant pis, on a ce problème-là, on le gérera dans 3 mois quand on pourra? Comment tu fais pour choisir? Moi en tant que patron de la boîte, je suis quand même loin des opérations, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de contacts de service client chaque semaine. Donc moi quand j'arrive avec un cas difficile, que je dis tiens il y a ce truc-là, regardez. L'important, je pense, c'est de ne pas avoir un culte du boss où tout ce qui vient du boss est prioritaire et on lâche le reste. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une culture de si je dis quelque chose, c'est mon avis, mais vous devez l'intégrer dans vos priorités à vous. Et c'est pas parce que ça vient de Paulin et qu'il faut faire une bonne impression que vous devez mettre ça en première priorité. C'est pas forcément toujours parfait, mais il faut développer une culture où il n'y a pas à l'ancienne le boss qui est un peu le roi et en fait tout ce qui est autour du boss c'est archi priorisé et tout le reste ça traîne. Enfin voilà, essayer de faire en sorte que les gens se sentent vraiment propriétaires, honneurs de leur sujet et que ce soit pas top down ou tout ce qui vient du haut on le fait, on réfléchit pas trop et c'est première priorité. Est-ce que tu verrais toi des facteurs clés de réussite d'un business qui s'appliquent à plein de business? Tu te dirais tiens si un entrepreneur il a ça en tête, il a quand même plus de chances de son côté pour réussir. Je reprendrai l'obsession du client dont on a un peu parlé. Simplifier l'expérience, vraiment être obsédé par le client au début. Moi je pense qu'on a été assez bon notamment sur le produit pour répondre exactement à ce que les clients voulaient. Là où j'avais des concurrents qui voulaient plus faire des trucs impressionnants techniquement ou faire des tas de partenariats alors qu'ils étaient encore minuscules. Donc obsession du client. L'autre point vraiment évident, c'est justement le recrutement et bien s'entourer où on n'investit jamais assez dans trouver les bonnes personnes. Je pense que c'est vraiment l'essentiel. Donc tu es focus sur le client. Ressources humaines et focus sur le client. Avec ça, je trouve qu'on va loin déjà. Imaginons qu'on a un entrepreneur qui nous écoute, qui a 30 ans, célibataire, il est chez sa mère, il est pas bien, t'aimerais lui dire quoi? Il est à 2 doigts d'abandonner et les gens lui disent mais arrête, ton idée elle est pourrie, t'aimerais lui dire quoi là? J'aimerais lui dire de vraiment s'accrocher et que c'est ça qui fait la différence et qu'en plus, même si ça plante au bout, c'est un énorme apprentissage. Ça c'est quelque chose qui est bien, qui a changé, c'est que plus ça va, plus en France, de toute façon, même 2 ans d'expérience d'entrepreneur qui a planté à la fin sur un CV, c'est top. Donc en fait, moi je connais des tas de gens dont le projet n'a pas abouti, mais qui ont justement très bien rebondi. Et il faut s'accrocher, c'est difficile, mais il y a vraiment des moments plaisants après. Et pour s'accrocher, toi, tu as des petites techniques qui sont utiles, je sais pas, par exemple, une manière de te parler, de bouger, du sport. C'est quoi dans un moment où tu es dans le dur, comment tu fais pour retrouver l'énergie et dire allez, on y va? Alors, le côté vraiment obsession de résoudre un problème et de ne pas lâcher, ça je sais pas. Tu l'as depuis longtemps? Je l'ai depuis longtemps et je pense que c'est une de mes forces. Moi, j'ai jamais été ni un génie en maths, ni un super networker, mais j'ai toujours été assez teigneux sur résoudre un problème jusqu'au bout. J'aime bien lire des biographies et justement écouter d'autres entrepreneurs ou pas entrepreneurs parler de leur projet parce qu'en fait, on se rend compte que derrière une belle réussite toute lisse, il y a toujours des accidents et des montées et des descentes sans arrêt. Et je trouve que ça aide pas mal à se dire, en fait, c'est normal. C'est normal. Il faut aussi essayer d'être bien entouré par des conseillers. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des business angels qui sont, pour certains, aussi des amis et qui, quand tu te dis « mais je suis nul, je suis moins bon que les autres », ils sont capables de te dire parfois « oui, là, tu as fait une erreur » et d'autres fois « mais tu te rends pas compte, je suis 10 autres boîtes et en fait, tu as l'impression que ta boîte est mal organisée, mais en fait, elle est hyper carrée par rapport à beaucoup d'autres. » C'est précieux de se faire aider, je pense, par
quelqu'un en qui on a vraiment confiance et qui suit dans la durée. Il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils, qui t'accompagnent et tout, mais quand c'est pas dans la durée, ça n'a pas du tout la même valeur parce que Ils n'ont pas l'historique. Voilà, il n'y a pas l'historique, c'est pas du tout pareil. Une autre chose, c'est que je recommande absolument pas ça à tout le monde parce qu'il y a quand même un énorme investissement. Quand tu dis ça, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ouais. Un énorme investissement, ça affecte beaucoup la vie perso. Moi, en fait, ce que je sais, c'est que si je le fais pas, j'aurais pas été accompli, j'aurais pas été bien, j'aurais été insupportable, j'aurais été frustré. Donc, c'est comme une sorte de besoin. Je pense que c'est comme un artiste qui peint, quoi. Il y a énormément d'artistes qui sont malheureux, qui en souffrent, etc. Mais ils ont besoin de peindre. Moi, je ressens un petit peu la même chose pour faire aboutir un projet qui ait de l'impact et qui donne quelque chose. C'est vrai que c'est dur et je pense qu'il y a des tas de façons de s'éclater. D'ailleurs, au contact de l'entrepreneuriat ou de la tech, moi, je vois dans mon équipe, il y a plein de gens qui sont arrivés plus tard, qui ont des actions de la boîte, qui ont des positions hyper innovantes, hyper intéressantes. Je trouve que c'est merveilleux, mais c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment se poser la question de le côté pro pour moi, quelle importance j'ai envie que ça ait dans ma vie. Moi, par exemple, aujourd'hui, je bosse pas jusqu'à 2h du matin, j'ai des horaires de bureau relativement raisonnables. Par contre, je pense qu'une grosse différence, c'est que ça me quitte jamais, quoi. C'est-à-dire quand je me réveille et que j'ouvre les yeux le matin, je commence à mâcher des problèmes et en général, je m'endors quasiment tous les soirs avec des problèmes de boulot. Et honnêtement, je me dis, mais c'est absurde, t'es complètement con, t'as des enfants, pense à ce qu'ils font, imagine-toi, mais en vrai, ce qui revient quand même le plus facilement, c'est les problèmes de boulot et je vis avec quasiment tout le temps. Ton enfant, il a quel âge maintenant? Il a 12 ans. 12 ans. Et j'ai une fille de 2 ans aussi. S'il se posait des questions d'entreprendre à 18-19 ans, t'aimerais lui dire quoi? Je l'encouragerais clairement. Je me poserais juste la question de est-ce que c'est dans sa personnalité, est-ce que c'est pour lui? Mais encore une fois, même si on fait fausse route, le faire pendant 2 ans, on apprend énormément et ça peut être génial d'avoir réalisé, ok, maintenant je sais ce que c'est, je sais par exemple que c'est pas pour moi, mais par contre j'apporte ça maintenant dans une boîte plus grosse où j'ai compris quelque chose, où j'ai compris la difficulté, donc aussi j'ai du respect pour ça, de l'humilité, etc. Et comment tu fais justement pour arriver à être présent avec tes enfants ou créer de la respiration ou arriver au moins un peu plus déjà à faire abstraction de ce qui se passe? Comment tu fais? C'est quoi tes techniques pour ça? Alors déjà au début j'y arrivais pas. Pendant de nombreuses années, quand j'étais séparé avec un jeune enfant, j'ai eu énormément de mal à être vraiment présent. Donc quand j'étais avec lui, je pense que j'étais souvent avec lui à moitié. Mais ensuite mes partenaires, ma conjointe aujourd'hui m'a énormément aidé pour faire réaliser eh oh là t'es avec là, nous quoi. mais t'es à moitié là. Elle m'a énormément aidé avec la maturité, les années qui passent. Maintenant, j'ai une super équipe de direction chez Drivey. Il y a 5 directeurs assez seniors, etc. Donc quand même, en faisant une bonne organisation qui tourne bien, forcément, ça donne de l'air. C'est des efforts, de la maturité, des années qui passent, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y arrive beaucoup mieux qu'avant. Tu as 130 salariés. J'imagine que c'est impossible d'avoir toujours les 130 salariés qui sont contents de tes décisions au même moment, c'est un peu comme un enfant. Comment tu le vis intérieurement en fait? Est-ce que des fois ça t'embête, une décision que tu peux prendre que certains de tes équipes peuvent ne pas comprendre tout de suite? Ou est-ce que c'est pas du tout quelque chose que tu vis ou... Non, déjà ça m'embête pas énormément. Après, ce qui est important, je pense, c'est que le rôle d'un directeur de boîte, c'est au lieu d'aller essayer de résoudre un par un les problèmes en argumentant avec chaque personne, l'important c'est de donner la vision générale. On réunit tout le monde, les 130 ensemble, tous dans la même salle. On passe 1h30 à revoir ce qu'on a fait les 3 derniers mois, se donner des objectifs pour les 3 prochains mois et aussi faire des points sur la vision stratégique un peu à plus long terme. Et c'est toi qui parles ou c'est d'autres personnes qui animent? C'est partagé, donc moi je parle un peu, il y a... souvent les principaux directeurs qui parlent tous, et puis après il y a des sessions qui peuvent être avec des gens qui parlent pas souvent mais qui ont un projet intéressant à partager avec la boîte. Mais à partir du moment où on investit pour expliquer où est-ce qu'on va, pourquoi on le fait et tout, l'important c'est d'avoir ce travail de fondation où on dit aux gens voilà la direction, voilà pourquoi on le fait. Et du coup après ils peuvent se dire bon c'est peut-être pas la bonne façon de le faire, mais déjà je comprends où on va, c'est clair, j'ai pu exprimer mon opinion et donc après peu importe qui est d'accord, qui dit ça va marcher, ça va pas marcher, il faut dépasser ça en donnant la vision. S'il n'y a pas la vision générale, où les gens comprennent pas vers où ça va, ça devient une argumentation à chaque fois de est-ce que ça c'est bien ou pas, est-ce que ça c'est bien ou pas, etc. Et on se perd dans un océan d'argumentation. Et votre vision, elle va jusqu'à
la vision la plus lointaine, elle va jusqu'où en fait? Alors ça dépend, on ne travaille pas toujours sur la vision à 5 ans, mais typiquement, nous, les voitures autonomes, ça peut beaucoup changer. Je pense que ça peut être extrêmement bénéfique pour Drivey. Mais donc, on travaille parfois sur qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans avec les voitures autonomes. Et plus souvent, c'est à 2-3 ans, là, où est-ce qu'on veut être. Et après, ça se décline en qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine et qu'est-ce qu'on fait les 3 mois suivants. Est-ce que tu as un grand rêve à l'échelle dans les 10 prochaines années, ou 15 prochaines, ou 20 prochaines? Un rêve qui t'inspire comme ça, que tu aimerais arriver à réaliser? Pour Drivey, c'est vraiment… là, aujourd'hui, c'est encore une goutte d'eau dans l'océan. Si on regarde les rues et les villes, il y a toujours des embouteillages, même si les taux de propriété diminuent. Moi, mon but, c'est d'avoir des villes beaucoup plus vivables, avec beaucoup moins de places dédiées au stationnement, où l'air soit respirable. Donc, arriver à vraiment transformer la vie urbaine parce qu'il y a beaucoup moins de place pour la voiture. Et quand on a besoin de bouger, on est beaucoup plus libre pour aller prendre l'air ailleurs. Est-ce que dans ton parcours d'entrepreneur, raconter les histoires d'usagers, comment ça a changé leur vie, ça a une place par exemple, que ce soit pour faire des levées de fonds, motiver tes équipes? En fait, tu me fais penser, on avait décidé de le faire et tu me fais penser qu'il faut qu'on le refasse. Notamment pour le service client, c'est très dur parce qu'à chaque fois qu'on parle du service client, en général, c'est quand il y a un problème. Et on avait décidé de se dire, il faut qu'on arrive à balancer ça. Donc, ne pas mettre la tête dans le sable et plus voir les problèmes, mais avec des histoires justement où ça s'est hyper bien passé, où Drivey a vraiment eu de l'impact pour eux. Et il y a des gens dont Drivey est la principale source de revenus, donc on leur change vraiment la vie, on leur permet de sortir d'une mauvaise passe. Il y a des gens qui vendent leur voiture et qui font que du Drivey, donc ça a quand même vraiment un impact. Et on le fait pas assez, et je pense que c'est hyper important. Encore une fois, c'est être un peu customer-centric, mais d'écouter ce que les clients ont à dire et aussi le bon côté des choses et le partager avec tout le monde. Donc, première décision en retournant au bureau tout à l'heure. Parfait, alors à servir. Je vais mettre un petit rappel là-dessus. C'est intéressant parce qu'il y a je vois de plus en plus de jeunes qui veulent entreprendre et ils voient Facebook, ils voient le fondateur d'Instagram et ils voient des transactions à 1 milliard comme ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, ce qui est génial en soi, mais qui veulent entreprendre en disant tiens, l'entrepreneuriat c'est la clé pour être riche et rapidement. Et c'est intéressant de se dire entreprendre, en tout cas dans ton cas, c'est être prêt à bosser pendant 2 ans, pas être beaucoup payé, prendre des risques. Réinvestir tout, c'est pas du lifestyle. On voit beaucoup de jeunes qui se disent je vais entreprendre pour avoir la Ferrari, la belle maison et tout ça. Alors ça peut faire partie de la vie entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui fait par exemple que tu choisis de réinvestir une grosse partie de l'argent dans la croissance plutôt que d'aller te payer un yacht? Mais ça, c'est vrai que c'est des questions de personnalité. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que la tech, on peut devenir très riche très vite. Ça arrive et il y a des tas d'exemples. Mais clairement, dans ce que j'ai observé, je pense que tous les gens qui ont envie de devenir riches vite, dont c'est la motivation première, ils n'y arrivent jamais parce qu'ils sont jamais dans une logique de réinvestir. Ils vont jamais loin. Avec le premier projet, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. Et tous les ans, il y a des gens qui me disent « mais arrête là, c'est bon, c'est déjà bien ». La première année, ça pouvait être plus qu'un salaire. Après, c'était « tiens, t'as gagné comme un super salaire ». Si on fait pas ça pour quelque chose de plus profond, plus lointain que gagner de l'argent, en fait, il faut une telle volonté quand même pour résister aux coûts, aux difficultés, qu'on n'y arrive pas. Et puis au premier coup, on encaisse. Pour avoir l'énergie d'aller loin, il faut pas être motivé juste par gagner de l'argent. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.